Alors, je me propose de rapidement évoquer la Corse et Dante. La Corse n'a pas besoin de présentation, surtout ici. De Dante, je dirais simplement que je ne considérerai que le personnage politique, le personnage historique, sans aucune référence à la dimension littéraire qui sera présentée, transcendée, développée aujourd'hui, un peu plus loin, un peu plus tard. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de considérer la Corse dans le prisme, comme l'a dit Françoise, de la Toscane du temps, c'est-à-dire un monde fortement marqué du point de vue politique par le conflit des Guelfes et des Gibelins. On sait, une exposition récente l'a montré, la force des liens sociaux, économiques, commerciaux, culturels aussi, linguistiques, on va y revenir dans un instant, entre la Corse et la Toscane. La question que je me pose est un peu différente. Il ne s'agit pas de ces rapports très touffus, collectifs en quelque sorte, des populations entre elles. Il s'agit de l'image politique de la Corse. Est-ce que la Corse du temps est un morceau de cet univers tyrrhénien, géographiquement plus proche de la Toscane que d'aucune autre région de la Méditerranée voisine? Et donc, je m'attacherai à prendre quelques exemples en tâchant, mais c'est la moindre des choses ici, à l'université, de distinguer entre les apparences et les réalités. Alors, commençons par les apparences, commençons par cet arc chronologique qui va du début de la vie de Dante à la mort de celui-ci. Nous sommes entre les années 1250 et les années 1320, 1250, 1260 et 1320. Alors, en apparence, la Corse entre tout à fait dans le cadre de ce conflit structurel entre Guelfes et Gibelins, de cette participation intime à la vie politique de la péninsule du temps. Pourquoi ? Parce que dans les années 1240-1250, les seigneurs d'Amare, de Gênes, jettent leur dévolu sur le nord du Cap. Et ils arrachent celui-ci, autour de Roliano, aux Avogars et à d'autres familles qui leur étaient alliées, qui provenaient aussi de Gênes, mais qui étaient, eux, de tendance plutôt guelfe. Les Damars, le conquérant du nord du Cap Corse, dans les années 1250, ce n'est pas n'importe qui, c'est Ansaldo Damare, grand amiral de Frédéric II l'empereur, et l'une des personnes qui lui était le plus proche, la quintessence même du gibellinisme impérial de Frédéric II. C'est un véritable conflit méditerranéen, une guerre à l'échelle méditerranéenne qu'Ansaldo démarre en tant que grand amiral conduit. Il est le vainqueur de la bataille du Giglio, qui, dans les années 1240, met presque à genoux le camp des Guelfes, le pape et ses alliés. Il a d'autres revers, il connaît des revers, il connaît des succès dans les années 1250, mais du point de vue de ses affaires à lui, du point de vue de son succès familial, c'est tout à fait positif, puisque dans les années 1250, par transaction, par conflit aussi militaire, mais surtout par achat, il se rend propriétaire du nord du Cap Corse, dont il fait une base politique pro-impériale, pro-gibeline, donc, contre la commune de Gênes, dont il était originaire, mais qu'il combattait ardemment pour les raisons politiques qui faisaient toute l'ardeur et tous les excès de la vie politique, justement, du temps. Alors ça, c'est le point de départ. Donc en apparence, vous voyez, dans les années 1250, la Corse fait partie de ce grand conflit entre Guelfes et Gibelins. Et au bout de la chaîne, dans les années 1320, qu'est-ce qu'on voit ? À l'autre extrémité méridionale, celle-là de l'île, on voit à Bonifacio une autre grande figure du gibellinisme génois, un certain Aitone Doria, qui, à partir de qui a été chassé de Gênes, sa ville, par la victoire de Robert d'Anjou, Robert le Sage, qui devient seigneur de Gênes, comte de Provence, roi de Sicile, soutien ardent du pape, donc des Guelfes, et qui, pendant quelques années, pendant près d'une vingtaine d'années, va entraîner la ville de Gênes dans le camp du guelfisme.
Alors, les adversaires des Guelfes, à Gênes, à commencer par les Doria, quittent la ville, sont vaincus, s'installent à Savone, et de Savone, ils exercent une action de piraterie, de course et de piraterie en Méditerranée, et le cœur de leur action, c'est la ville de Bonifacio. Aitone et Doria s'y installent autour de 1320. Il détache en quelque sorte la colonie de Bonifacio de la métropole génoise Méguelfe, et je signale à ce propos que le seul monnayage corse du Moyen-Âge, ce sont ces monnaies de Bonifacio surfrappées d'un B, le B de Bonifacio. En réalité, c'est un monnayage gibelin destiné à marquer la distance prise par la colonie vis-à-vis de la métropole devenue guelfe ou restée guelfe. Bref, c'est un nid de corsaires, un nid de pirates qui est devenu Bonifacio, aux mains du gibelinisme, destiné à combattre les guelfes sur tous les théâtres de la Méditerranée et, d'autre part, à insérer, dans la mesure du possible, à aider plutôt au triomphe des Doria dans la Sardaigne que les Catalans étaient en train de conquérir. Donc, en apparence, du nord au sud, du début de la période à la fin, le gibelinisme et le guelfisme sont présents en Corse, et quelque chose semblerait indiquer que l'île est partie prenante de ce grand mouvement dont la Toscane, du nord de la mer Tyrrhénienne, dont la Toscane est le centre. Mais en réalité, je ne suis pas persuadé qu'il ne faille pas avoir une lecture beaucoup plus authentique, beaucoup plus autonome de la réalité politique, de la réalité sociale de la Corse du temps. Alors certes, en tant que chercheur, il convient d'être prudent. Nous sommes tributaires de nos sources et l'esprit critique ne doit jamais défaillir. Alors nos sources, quelles sont-elles ? Eh bien, c'est la chronique de Giovanni Della Grossa, d'une richesse immense du point de vue anthropologique, ethnologique, on le sait, mais qui est une source unique et qui peut, dans une certaine mesure, insister sur la dimension justement authentique, autonome, irréductible de la vie politique, de la vie culturelle de la Corse du temps. Néanmoins, un peu parce que c'est la source presque unique que nous avons, un peu parce qu'elle est d'une étonnante richesse, je crois que c'est dans cette source qu'il faut suivre les événements et, au-delà des événements, les structures porteuses de la vie politique du temps. Je me réfère, vous le comprenez, à la figure de Giudice di Cinarca, le grand seigneur du temps. C'est plus qu'un grand seigneur, c'est le fondateur d'une idée politique. C'est l'ancêtre des Cinarchesi. C'est celui qui, d'une manière sans doute pas totalement consciente ni claire, mais en tout cas opératoire à l'échelle des siècles, fonde l'idée de la souveraineté de la Corse contre les Génois. C'est l'ancêtre de Vincentello d'Istria, de Rinuccio della Rocca, de Giampaolo di Lecca et, d'une certaine manière, de Sampiero Corso. Alors ce personnage est d'une étonnante richesse, mais d'une richesse difficile à cerner et dont toutes les facettes me semblent malgré tout plus originales que réductibles à la matrice toscane, si riche et admirable et porteuse de sens soit-elle. Alors, si on suit les sources dont nous disposons, la source dont nous disposons, le personnage, vous savez qu'il n'a rien à voir avec le château de Cinarca dont il va prendre le nom. C'est un nom de guerre, le château de Cinarca, un nom de guerre hautement signifiant. Il naît sur les rives du golfe du Valinco, dans la Pieve de Val, dans un château tout à fait respectable, et d'ailleurs le château de la Rocca, et il naît sous le nom de Sinucello di Arocca. Alors, je n'entrerai pas, parce qu'on n'en a pas le temps, sur la signification que pourrait avoir ce prénom, qu'on pourrait lui donner. Toujours est-il que c'est son prénom, Sinucello della Rocca. Ce serait vraiment trop long, et bien que cela pourrait être intéressant. Il est victime de la violence des mœurs aristocratiques du temps. Son père est assassiné, lui et ses frères sont chassés du château. Il trouve refuge chez son oncle, dans le château de Quasi, dans le Fiumorbo, et de là, vaincu, appauvri, misérable, il va à Pise, et c'est là un lien qui nous rapproche de notre sujet. Il va à Pise se former aux arts, mais le chroniqueur laisse entendre que c'est une vie misérable et qu'avant de devenir écuyer, il a été, pour ainsi dire, garçon d'écurie.
Et le chroniqueur, d'une manière dont on ne sait pas si elle est véritablement réelle ou si c'est un enjolivement de type littéraire, présente toute la vie et l'œuvre de Giudice comme une vengeance familiale, interfamiliale, et une vengeance aussi contre son destin. Il rentre en Corse dans les années 1240, 1250, on ne sait pas très bien, et progressivement, il élimine tous ceux qui ont été à l'origine des malheurs de sa famille, et en particulier ses cousins germains qui avaient assassiné son père et qu'il avait exilé, qu'il avait conduit à l'exil en Toscane. Mais il ne trouve, en partie du moins, la paix de l'âme qu'après la conquête du Castello de Cinarque, quelque chose de puissant, quelque chose d'invincible le portait à la conquête du Castel de Cinarque. Alors quel était ce quelque chose? Eh bien, quelque chose qui, évidemment, dépassait de loin l'aura, quelle pouvait être la force, quelle que put être la force des souvenirs familiaux et personnels, l'aura du château de la Rocque. Quelque chose d'invincible l'attirait vers le château de Cinarque. Et ce quelque chose, bien la clé d'interprétation nous est donnée de manière à la fois limpide et sous-entendue par le chroniqueur. C'est évidemment cette référence à Ugo Colonna, à la dynastie des premiers comtes de Corse, puisque Cinarque, fils d'Ugo Colonna, a fondé, d'après la légende, ce château, et qui, dans les imaginations du temps, dans les représentations populaires et idéologiques du temps en même temps, qui détenait le château de Cinarque était fondé à revendiquer une suzeraineté, une souveraineté sur l'île, une autorité de type souverain, à la manière des comtes carolingiens dont Ugo Colonna, personnage légendaire mais auquel tout le monde croyait, souveraineté qu'il avait incarnée, que Ugo avait incarné le premier. Donc on comprend mieux dans ces conditions que Sinucello della Rocca est tenu, la première chose qu'il ait faite lorsqu'il ait conquis le château, c'est d'en prendre le nom, soit devenu seigneur désormais de Cinarque. Pourquoi a-t-il changé maintenant son prénom? Pourquoi a-t-il choisi le nom de Giudice? On ne sait pas très bien, personne ne le dit, et même pas le chroniqueur, qui peut-être d'ailleurs met volontairement ou involontairement sur une fausse piste. À mes yeux, c'est un titre, évidemment. C'est un titre porté comme prénom, comme nom de guerre, comme ce qu'on voudra, mais c'est un titre, c'est le titre judical de Sardaigne. Je ne dis pas qu'il y a une imitation consciente, volontaire, corso-sarde. Je dis que les giudici, les juges de Sardaigne, vous savez qu'il y avait 4 petites régions en Sardaigne, donc qu'on retrouve sur l'emblème de la Sardaigne aujourd'hui, les 4 judicats d'Arborée, Cagliari, Galour et Logudoro, eh bien, les chefs d'origine byzantine de ces 4 petits royaumes, de ces 4 petites entités, dans leur chancellerie, signaient leurs actes au XIIe, XIIIe siècle de la formule « Ego iudex sive rex », moi, juge, c'est-à-dire archonte byzantin, c'est-à-dire roi. Là, le concept de royauté rayonnait dans le monde sarde, dans le monde tyrrhénien, sur le titre judical sarde. Alors, qui était juge de Galour en particulier? Bon, les liens entre la Galour et la Corse, ce n'est pas le lieu de les illustrer ici. Madame Médor le fera mieux que moi, ou dans un autre cadre. C'est à la Galour qu'il faut penser à l'évidence. Qui était juge de Galour à l'époque de Giudice? C'était les Visconti de Pise. Giudice, comme tous les Corses du temps, mais Giudice, d'abord, qui a vécu à Pise, a connu les Visconti, il a connu les juges de Sardaigne et les juges de Galour en particulier. Il savait le prestige qui s'attachait à leur nom, et il savait que, comme on savait en Corse, qu'un nom de ce type était d'essence royale. Et donc, je vois dans la prise de ce nom de Giudice di Cinarque la revendication, plus ou moins consciente, d'une visée, mais en tout cas forte, d'une visée de souveraineté, pas simplement de suzeraineté, mais de souveraineté sur l'ensemble de l'île. Alors ensuite, c'est une succession de combats difficiles, de luttes entre Corse et Corse, parce que Giudice sera vaincu par Gênes, mais il sera surtout vaincu par la trahison des siens et des Corses et les combats que les Corses livreront contre lui.
Mais sur ces épisodes difficiles qui amèneront sa défaite et sa capture autour de 1300, domine un événement marquant qui intervient en 1264, autant dire en 1265, à quelques mois près, c'est-à-dire l'année fatidique qui nous réunit, dont le souvenir nous réunit aujourd'hui ici. Giudice, non content d'être Giudice de la Corse, prend en 1264 le titre de comte de Corse. Alors, d'un mot, pourquoi ce titre? Eh bien, il n'y a qu'une explication. Le titre royal, vous le savez, est étranger à la culture historique de la Corse, et la figure de Théodore le montre bien. Celui de comte de Corse, par contre, n'est pas du tout étranger à la culture historique de la Corse. C'est le titre, certes mythique, mais non moins qui a existé malgré tout dans l'ordre des mythes, des comtes carolingiens de type Ugo Colonna et successeurs. Et ce titre est réactivé, justement par référence à Ugo Colonna, en 1264 par Giudice, qui choisit ce titre et qui se fait introniser comte de Corse en 1264, donc dans un lieu qui n'est pas secondaire à mes yeux, et par lequel je finirai parce qu'il me paraît porteur d'un symbole fort. C'est la canonica de Marianne. Pourquoi? Alors que Giudice était maître de toute l'île à ce moment-là, c'est son apogée politique, 1264. Il choisit à ce moment-là de devenir comte de Corse. Pourquoi est-ce qu'il choisit de le faire à la canonica de Marianne? Cela plonge dans des abîmes de perplexité que je résumerai très vite, rassurez-vous. Première interprétation, Giudice a voulu marquer des liens, sinon de vassalité, du moins de proximité, d'alliance avec la métropole de Pise, dont il était proche, et puisqu'il combattait les Génois, et ennemi irréductible des Pisans. C'est une hypothèse qu'on ne peut pas écarter. On ne peut pas non plus écarter son contraire, c'est-à-dire que visant un projet de souveraineté sur l'île, Giudice a peut-être voulu au contraire défier les Pisans eux-mêmes en choisissant ce bâtiment prestigieux, l'image même architecturale de la souveraineté de Pise dans l'île. Et puis une troisième hypothèse qui me paraît la plus forte et par laquelle je finirai vraiment, c'est qu'il faille entendre... alors, vous savez comment ça s'est passé. C'est une assemblée de... c'est un titre comtal qui est tout à fait original, qui n'a rien à voir sinon dans le souvenir carolingien avec le titre carolingien lui-même. C'est une assemblée de partisans, de plusieurs centaines ou milliers de partisans qui lui remettent un symbole de pouvoir, une branche d'arbre, je n'insiste pas, c'est bien connu. Le symbolisme de cette branche d'arbre n'est pas bien connu. Enfin, je pense que ça symbolise tout simplement, dans une perspective féodo-vassalique, la Corse elle-même, puisque vous savez que ces objets qui étaient transmis lors des cérémonies vassaliques symbolisaient la nature du fief. Et on voit très bien qu'une branche d'arbre puisse représenter la Corse, monde forestier par excellence. Pourquoi la canonica? Moi, je vois une explication qui domine les autres. C'est une référence, en réalité, une fois de plus, non pas à l'actualité, à la conjoncture politique du moment, les conflits entre guelfes, gibelins, entre Pise et Gênes, mais à la culture historique profonde de la Corse, à laquelle tout le monde croyait dans la culture populaire, même si personne n'en parlait vraiment, à part Giovanni della Grossa précisément. C'est une référence aux comtes de Corse qui ont chassé, d'après la tradition, les Sarrasins de l'île et qui ont permis la christianisation de l'île. Et parmi les grandes batailles, les grandes victoires des comtes carolingiens de Corse, la principale, ou l'une des principales, a eu lieu précisément à la canonica de Marianne. Ce terme de canonica de Marianne n'entre pas dans les détails, il ne faut pas l'entendre nécessairement sur le parvis de la cathédrale, c'est en réalité ce qui est entre la cathédrale et le Gaule. C'est-à-dire que, à mes yeux, cette cérémonie qui préfigure les autres prises de titre comtal des seigneurs qui viendront après lui, commencé par Vincentello d'Istria, il faut le voir entre la cathédrale et le Gaule, c'est-à-dire dans le lieu qu'on appelle Lago Benedetto. Le lago Benedetto, pourquoi ce nom? Parce que, béni pourquoi? Béni à cause de la victoire sur les Sarrasins. C'est en ce sens qu'il faut l'entendre. C'est au sens historique, en quelque sorte. C'est là
que Ugo Colonna a remporté l'une des victoires majeures contre l'islam. Et c'est là que d'autres grandes réunions publiques, politiques des Corses, à commencer par l'intronisation de Giudice, mais d'autres aussi dans l'histoire, auront lieu, par référence de type historique, je crois, à ce folklore au sens le plus fort du terme, un folklore qui est une culture historique en réalité, la culture populaire d'un peuple dont l'histoire du temps, quels que soient les liens, plus apparents que réels à mes yeux, avec le contexte englobant du gibellinisme ou du guelfisme dans la péninsule du temps, eh bien, cette histoire me paraît irréductiblement originale, ce qui ne veut pas dire qu'il faut considérer nécessairement la Corse comme un monde fermé. Ce n'est pas une île fermée, bien sûr, puisqu'on vient de dire que les échanges commerciaux et autres avec la Toscane et la Ligurie étaient très forts. Mais du point de vue de ses représentations mentales, de ses idéologies, de ses idées politiques en action à travers la figure de grands hommes d'action, justement, du temps, eh bien, je crois que, pour répondre à la question, la Corse ne se résume pas à une province de l'univers toscan, même si par ailleurs elle en fait partie à d'autres niveaux et sous bien des facettes.